tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Sélarié. Bonjour Clémentine. Clémentine qui n'est jamais venue encore dans toute une histoire. Si Clémentine est là aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elle a envie de nous faire partager son engagement auprès des malades atteints de la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure sur ce sujet. Mais d'abord, on va revenir sur le parcours d'une femme au grand cœur, généreuse, intègre et surtout qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est notamment pour cette raison qu'elle est aussi populaire auprès du grand public. Bonjour Clémentine, merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement à l'affiche d'une pièce intitulée 24 heures dans la vie d'une femme de Stéphane Zweig, mise en scène par Steve Suissa au théâtre Rive Gauche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette pièce? Je crois que c'est un rôle qui vous faisait très envie. Oui, c'est un rôle qui est totalement vibrant, quoi. C'est quelque chose, c'est une espèce d'océan de sentiments, de passion. C'est très bon, c'est très féminin, mais enfin c'est Elle vous aussi ressemble, masculin. cette femme? Comment? Elle vous ressemble? Elle me ressemble pas au départ, parce que c'est une grande bourgeoise très bien tenue, qui s'habille bien, ce qui n'est pas mon cas. Non, mais j'ai mis un petit peu de soleil. J'ai mis du soleil. Joli, bon, aujourd'hui, il faut du soleil. Merci. Mais c'est une femme très tenue comme ça, qui est donc mariée depuis des années et qui est veuve et qui est un petit peu comme un petit peu éthérée. Enfin, c'est quelqu'un. Elle est un peu survivante comme ça. Elle s'ennuie. Elle est malheureuse, mais bon. Et un jour, elle tombe dans un casino sur un jeune homme, sur des mains en fait. Des mains qui la fascinent, des mains qui... Et c'est un joueur, et c'est un jeune joueur, plus jeune qu'elle, qui est interprété par Loris Freeman, qui est absolument magnifique. Mesdames, venez, ne serait-ce que pour le voir, il est d'une beauté exceptionnelle. Une beauté, mais absolue, je veux dire, intérieure aussi bien qu'extérieure. Et là, elle tombe en arrêt devant lui, et cet homme perd au jeu. Donc il veut en finir, en fait, et elle va se dire, je vais le sauver. Alors, je propose d'en voir un extrait. 24 heures. Il m'a suffi de 24 heures pour devenir une autre femme. Tu dois quitter Monaco aujourd'hui. Aller retirer les bijoux et filer à Rome pour les remettre à leur place avant que ta mère ne découvre leur disparition. Tu pars aujourd'hui et tu me jures de ne plus jamais toucher à un jeu de hasard. Il me regardait avec tendresse, avec gratitude. À la femme inutile et solitaire que j'étais, son exubérance apportait une chaleur nouvelle, bienfaisante. Alors, adaptation Éric Emmanuel Schmitt, mise en scène Steve Suissa, il y a des bons derrière. Hein. Oui, ah ben oui, c'est tout un bateau. C'est Ouais. tout un... Et puis le théâtre Rive Gauche, c'est un endroit comme un écrin, comme d'ailleurs le décor. Et puis, il y a ce qui est chouette, alors en ce moment, ce triste hasard de toutes ces horreurs qui se sont passées, font que quand les gens viennent, déjà, moi je les remercie avant, après, parce que c'est devenu extraordinaire d'aller au théâtre. D'ailleurs, venez au théâtre, parce que vraiment on a besoin de vous, parce que sinon, voilà. Et puis vous êtes protégés, vous inquiétez pas, il y a un vigile, enfin bon, maintenant l'équipe s'est agrandie. Mais il y a un partage dans des émotions qui, si vous voulez, c'est très... c'est surtout ce qu'on ressent par rapport à des états dont Zweig et Éric Emmanuel Schmitt parlent très très bien. C'est difficile quelquefois de ressentir un état et de le décrire, quoi. Et là, ce qui est génial, c'est que cette femme parle de ça. Il y a des moments où elle est dans un moment de bonheur avec lui incroyable, et puis à un moment donné, ça se retourne contre elle. Enfin, je ne vais pas raconter tout, mais... Voilà, Bon, c'est comme une espèce de film. Bon, en tout cas, on a très envie d'amour. d'aller vous applaudir dans ce rôle qui vous parle beaucoup, Oui. manifestement. Là, je vous propose de passer 30 minutes dans la vie de Clémentine Sélarié. Alors, vos débuts d'actrice, ils remontent quand, précisément? Alors, mes débuts d'actrice, ils remontent à 1912, lorsque j'ai commencé. Non, ils remontent à... Ben non, oui, j'ai été refusée au conservatoire. Mais j'ai accepté. Ah, c'était horrible. J'avais 20 ans, 22, déjà c'était un peu. Mais bon, mais j'étais pas tellement une jeune fille. Vous voyez, j'étais plutôt.
Bon, bref. Et puis, c'est trop passionné déjà, donc la passion me desservait. Et donc, j'ai été refusée au conservatoire, mais consolée par un CRS, qui m'a gentiment consolée. Et j'ai été acceptée dans le public d'une scène ouverte, au Tintamarre, une salle qui n'existe plus. Et là, j'ai commencé à faire rire les gens. Mais c'est incroyable de faire rire les gens. Je faisais quoi, dans le public? Mais non, oui, on pouvait aller sur scène, faire un petit sketch de 4 minutes. Ah oui. Et moi, j'étais venue avec un espèce de fichu, un gros manteau, en donnant des recettes pour que les mecs nous draguent pas quand on attend le bus, par exemple. Des trucs, et les gens, alors, reniflaient les poubelles, enfin, crachaient ses poubelles, enfin, des trucs complètement débiles. Et les gens riaient. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est génial. Enfin, faire rire les gens, c'est un truc fou, quoi. C'est merveilleux. C'est une porte qui s'ouvre. Voilà. Donc là, et puis après, le café-théâtre, et puis voilà, du truc. Et puis la radio. Ah oui, la radio, là. Vous avez une voix extraordinaire. Ah oui. Donc Oui. vous avez animé quelques émissions sur le service public. Oui. Ben, j'ai France Inter, Radio 7 d'abord. Et la radio, c'était génial. Mais moi, je voulais faire des histoires. Je voulais raconter des histoires. Je voulais faire du cinéma, du théâtre, tout ça. Donc, j'étais un peu frustrée par la radio. Par contre, ça m'a appris à écrire. Ça m'a appris à avoir une imagination, à développer l'imaginaire, à développer l'écriture orale, enfin l'improvisation. Et j'ai des souvenirs géniaux, quoi. Mais c'était pas encore assez libre à l'époque. Enfin. Ça l'a été de façon fulgurante quand Mitterrand est arrivé. Non, mais vraiment, on m'a laissé... Et puis après, mais j'aimerais bien refaire de la radio, mais quand j'aurai 80 ans, c'est-à-dire dans 2 ans. On se souvient de ce baiser lors de la première soirée SIDAction, un baiser qui a marqué le grand public. En tout cas, vous avez là brisé des tabous. Bah, tant mieux, mais c'est normal pour moi de ce truc. Voilà, c'est incroyable parce que si j'avais su... Enfin, j'en aurais fait 15 des baisers, mais je sais pas... Je comprends... Enfin, comment vous dire pour moi, c'est normal. Voilà. Donc, s'il y avait des SIDAction, on le refaisait. J'irais au SIDAction. J'y vais plus parce qu'on le fait pas. Ouais. Et je comprends pas qu'on le fasse pas tous plus et qu'on continue pas à le faire. Il y a une fille un jour à la gare, elle me dit « Mais pourquoi vous embrassez plus ?» Je dis, non, mais c'est marrant. Alors je lui dis, mais comment ça, j'embrasse plus? Mais je lui dis, en plus, c'est délicat. Parce qu'on continue à le faire, oui, ça mais... continue aussi d'action. Oui, mais pas de la même manière. Embrasser, il faut voir des gens malades, quoi. Je trouve, on voit pas assez de gens à la télévision qui sont dans des... Et c'est pour ça, merci aujourd'hui. Je trouve qu'on n'en voit pas assez qui sont dans des contraintes parce qu'on a peur, alors qu'il y a une lumière. Enfin, vous Sophie, vous voyez... Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions, si vous voulez... en dehors des vôtres, où on voit la lumière des gens qui sont dans une difficulté comme ça de santé, qui ont quelquefois beaucoup plus de lumière que quelqu'un qui n'a pas... C'est vrai que nous, on le fait beaucoup, ici, à l'occasion du Téléthon, etc. Alors justement, vous souhaitiez profiter de votre passage dans l'Histoire continue pour nous parler d'une facette moins connue de votre personnalité, enfin qui va avec tout le reste, puisqu'on a compris que vous étiez une femme de cœur, engagée, généreuse. Et là, vous menez un combat auprès des malades atteints de la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quelle association vous êtes la marraine? C'est donc l'ARSLA, l'Association pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique, donc maladie de Charcot. C'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer Thierry Monfray, sur scène, en fait, dans La Servante amoureuse, une pièce que j'ai jouée il y a 6-8 ans, je ne sais plus, au Théâtre Hébertot. Bref, il était là, il marchait déjà avec une béquille. Alors, lui était atteint de la maladie. Ouais. Et Christophe Lidon, le metteur en scène, nous a dit, voilà, Thierry est atteint de cette maladie. Donc moi, je rentrais, il avait le rôle d'un notaire à la fin de la pièce. Et quand moi, j'avais un rôle formidable dedans. Et on avait une scène ensemble à la fin. Et il rentrait devant moi et je rentrais derrière lui. Et je voyais, de semaine en semaine, son état se dégrader. C'est des tout petits détails. C'est invraisemblable, cette maladie. Comme toutes les maladies, mais celle-là, elle a cette chose que votre corps, petit à petit, attaque. Donc, c'est une maladie qui attaque les neurones qui conduisent les muscles volontaires. C'est-à-dire tous les muscles sont attaqués. Ils partent les uns après les autres, sauf le cœur et les clignements d'yeux. Ce qui est absolument monstrueux parce que vous voyez votre corps, si vous voulez, comme ça, se dégrader complètement. Mais face à ça, moi, j'ai rencontré Thierry
Donc, il est devenu, après, il a joué en fauteuil roulant La Servante amoureuse. Le notaire était en fauteuil roulant. Et puis après, il n'a pas pu nous suivre en tournée. Mais après, on est restés ensemble. On est restés liés d'amitié. On a fait des spectacles ensemble. Mais en fait, on l'a fait ça parce que tous les deux, on était liés peut-être par un désir de lumière. C'est-à-dire que lui, c'était quelqu'un qui déclenchait la joie. C'est-à-dire déjà quand vous êtes à côté d'un ami comme ça, dont le corps s'en va, vous ne pouvez que vous réjouir déjà de vous lever le matin et d'être toujours dans une position mais sincère, hein, c'est pas pour fabriquer du... Et donc on a fabriqué ensemble des spectacles. Et je me disais, c'est dingue, le temps est l'ennemi fatal du corps de quelqu'un qui est malade de Charcot. Et alors, il y a des êtres, comme dans la vie, qui réagissent, vous voyez, qui sont atteints, qui partent de façon fulgurante, qui disparaissent. Bon, Thierry n'est plus de ce monde, mais en fait, pour moi, il est toujours là. Alors, mais voilà, il nous a quittés en janvier dernier, mais en 2013, vous aviez réalisé un documentaire à son sujet qui s'intitulait « Debout ». Je vous propose d'en regarder un extrait et puis on en reparle après. Ce grain de sable que Thierry nous cache sur scène est un secret. Un secret tapi derrière son sourire. Oh, si tu savais! Tire sur les bras pour qu'il passe derrière. Là, tu m'empoignes. Je vais passer la tête. La tête est passée. Et là. Voilà. Et après, on corrigera. Ce secret, c'est sa maladie. La sclérose latérale amyotrophique. Une maladie neurodégénérative, autrement appelée la maladie de Charcot. Ce mal attaque des nerfs particuliers, les motoneurones, qui commandent les muscles volontaires. Quand j'ai rencontré Thierry, il marchait. Aujourd'hui, il vit en fauteuil roulant. Ce film est l'histoire d'un homme. Un héros qui se bat contre sa maladie avec une force et une joie contagieuse. Un être d'exception, un faiseur de bonheur, malgré son corps qu'il abandonne avec le temps. Pourquoi c'était important pour vous de réaliser ce documentaire ? J'ai voulu faire ça avec lui parce que d'abord, je trouve que des êtres comme ça, on ne les voit pas assez. Voilà. Des personnes qui vivent chaque matin en sachant que peut-être elles ne pourront plus lever le bras, lever la jambe, enfin parler, etc. C'est tellement monstrueux que je me disais qu'il fallait qu'il y ait un témoignage là-dessus et que ce soit lié à la créativité. C'est-à-dire, il y a le monde réel de la maladie, il y a aussi l'idée que Thierry, il avait besoin d'un projet artistique pour lutter. Et il me l'a dit, le projet, ça repousse le mur de la maladie. Et je voulais que les gens voient ça. Et d'ailleurs, parce que c'est extraordinaire de voir des êtres il m'a apporté à moi, peut-être beaucoup plus que ce que je lui ai apporté. Vous voyez. Alors, malgré l'aggravation de son état de santé, vous n'avez jamais cessé de lui proposer de nouveaux projets, justement. On regarde un extrait que vous nous commenterez juste après. L'état de Thierry s'aggravait. Mais même s'il n'allait plus lire un texte parce qu'il avait des problèmes de respiration, il fallait trouver autre chose, un nouveau projet. Je lui ai alors présenté un ami danseur, Olivier Lefrançois, chez lui, à Clichy. Tu peux aller accompagner le fauteuil de Thierry, tu peux le devancer, tu peux l'intercepter, tu peux... J'aimerais bien à un moment donné que tu sois de dos et que lui se cache et qu'à il apparaisse et que tu tournes autour. Ma capacité de mouvement, elle est restreinte aux avant-bras et aux mains, à peu près. C'est à peu près tout, puisque je ne peux pas lever les bras. En revanche, il peut y avoir éventuellement peut-être des choses. La tête. Dans ma tête, j'essaie de me dire que, voilà, que je continue. Je m'adapte, je transforme les choses du quotidien pour rester sur ce qui est à ma portée. Alors, donc, votre ami est décédé en janvier dernier. On imagine les derniers mois qui ont dû être terribles. Vous continuez, vous, à utiliser votre notoriété pour
pour récolter des fonds et peut-être faire accélérer la recherche dans ce domaine. Oui, on ne peut pas s'arrêter. En plus, je lance un appel même à toute la France entière pour se mobiliser, même la moindre petite somme d'argent. La recherche, c'est urgentissime parce que le temps est un ennemi. Je veux dire, chaque seconde, chaque minute, et que ces êtres... Enfin, hier, j'ai rencontré, grâce à vous, un jeune homme, Raphaël, qui a la maladie, qui a 21 ans. Et grâce à vous, on s'est dit, allez, on va faire du théâtre. En fait, moi, je vais faire du théâtre à l'Arsla. Comme ça, on va faire des ateliers, on va fédérer des projets, etc. Vous avez accepté que l'on vous suive dans les locaux de l'association dont vous êtes la marraine. Une occasion pour vous de faire le point sur la manière, justement, dont les dons sont utilisés. C'est à Paris que nous retrouvons Clémentine Sélarié dans les locaux de l'Arsla, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Bonjour Clémentine. Bonjour. On est ravis. Tu sais que je suis jamais venue ici. Marraine de l'association, cette visite est l'occasion pour la comédienne de rencontrer Raphaël, 21 ans. La vie du jeune homme a été bouleversée depuis que la maladie de Charcot lui a été diagnostiquée il y a 11 mois. T'as arrêté toutes tes études? Ouais. Je ne sais pas si au final ça va vraiment arriver à quelque chose de se lancer dans tout ça. Et toi, ça te ferait pas du bien et tout ça Je sais pas. Tu sais pas? Ouais. Bon, t'es bien entouré. T'as beaucoup d'amis, t'as ta petite copine qui... Ouais, ça, dans mon malheur, j'ai de la chance à ce niveau-là. T'as pas envie d'écrire, toi, ce que tu vis, tout ça? J'ai commencé au tout début. Ah. Mais disons qu'après, il y a des hauts et des bas et je ne ressentais plus la motivation. J'avais plus trop le goût de l'écriture. Aujourd'hui, il teste du matériel ergonomique adapté aux différentes étapes de la maladie. En fait, il contrôle tout l'ordinateur uniquement avec le regard. Je peux me projeter un petit peu, me dire que peut-être c'est un moment où vraiment j'en ai besoin. Je sais que j'ai déjà un petit peu touché. Je sais que ça va être possible, quoi. C'est très coûteux et la maladie ne touche pas que des personnes qui ont les moyens financiers. Donc le rôle de l'association, c'est de mettre à disposition gracieusement ce matériel. Si Clémentine rencontre et encourage les malades, c'est aussi à travers des dons et la création de spectacles autour de la maladie qu'elle apporte sa contribution. Une aide précieuse pour Marie-Léon, la présidente de l'association. On a fait la pièce l'autre soir, quand on a vu des femmes. Mais vous avez récolté 8 000 €. C'est rien, 8 000 €. Non, c'est beaucoup avec 8 000 €. Mais non, mais je veux dire, c'est rien par rapport à tout ce dont vous avez besoin. Oui, mais c'est 10 malades qui vont pouvoir bénéficier d'une aide technique, comme on a vu tout à l'heure. 10 malades qui étaient en liste d'attente et qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs proches. Nos urgences, c'est financer les aides aux malades, comme vous avez pu le voir à l'instant, mais c'est aussi, bien évidemment, la principale source d'espoir pour nous tous, c'est le financement de la recherche. La danse immobile, vous en attendez quoi, en fait? En quoi ça pourrait vous servir? Enfin, ça pourrait servir à l'association et aux malades? Ça permet de parler vraiment de la maladie d'une autre façon et de montrer aussi qu'il y a des choses très belles dans la maladie, que ça suscite aussi des énergies nouvelles. Ouais. Je te conduis à la cave. Un engagement commun dont l'une des priorités est d'apporter une aide matérielle quotidienne aux malades. Tu as 18 parcs de matériel en France comme celui-ci. Et donc, sous ces fauteuils, personne n'en a besoin en ce moment? Si, c'est un roulement en permanence. Les 3 que tu as vus au-dessus sont les 3 qui partent dans la journée à être prêtés. C'est un roulement. Mais tu as les fauteuils, mais tu as les chaises douches, les fauteuils manuels, il y a des déambulateurs. Enfin, vraiment du matériel pour toutes les étapes de l'évolution de la maladie. Voilà à quoi est utilisé l'argent que l'on collecte au quotidien. Entre autres, on a envie de dire qu'il faut qu'il y ait plus. Et on n'aide pas tous les malades, nous. Il y a à peu près 6 000 personnes qui vivent avec la maladie. On en aide à peu près entre 2 500 et 3 000. Donc ça veut dire que les besoins, ils sont nombreux. On est à l'antenne, Zora nous a rejoint. Zora qui fait partie de votre association. On va revenir sur ces images que nous avons vues dans ce reportage. Zora, donc, qui est atteinte de la maladie de Charcot. Je vous demandais, Zora, quand a été posé le diagnostic pour vous? Vous aviez quel âge? J'avais 57 ans. Donc vous avez, vous, 5 enfants? Oui. Quels ont été les premiers symptômes? Comment vous vous en êtes rendu compte? C'était carrément vers les derniers temps,
en 2004-2005 à peu près, je commençais à tomber. J'étais très fatiguée, je n'arrivais pas à marcher, alors que j'étais très sportive. Je faisais de l'aérobic à l'époque, c'était pratiquement tous les jours. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut pas normal. Et plus j'étais mal, plus je continuais à faire du sport pour me... Parce que là, c'est ce que disait Clémentine tout à l'heure, vous constatez inexorablement que vos forces s'amenuisent et que vos muscles se dégradent. Tout à fait. Et que votre corps vous échappe. Oh ben, ça. Tout s'échappe à ce moment-là, les jambes, les bras. Vous n'arrivez plus à prendre un verre, ni à éplucher une pomme de terre. Tu es là. Oui. On s'est rencontrés, tu te souviens, à la pièce, avec Thierry. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que Clémentine était la marraine de votre association? Oui, je la connais, ça fait un moment. J'étais une fan déjà, bien avant quand elle était actrice. Enfin, elle l'est toujours, c'est sûr. Mais bien avant, même quand j'étais en Algérie et tout, c'est sa façon, c'est un rayon de soleil, c'est Tout à fait. La vérité. On en est où aujourd'hui sur le plan de la recherche? Est-ce qu'il y a des traitements qui vous permettent de mieux supporter cette maladie, d'en atténuer l'accélération? Oui, à un moment donné, c'était un médicament qu'on nous a... Mais il ne fait rien du tout. Absolument rien du tout. Mais je ne sais pas, moi, c'est dans mon mental. C'est ma tête qui veut avancer. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, j'ai un entourage vraiment super. Comment vous vivez au quotidien, justement? Est-ce que vous avez une auxiliaire de vie, quelqu'un qui vous aide dans les gestes? Quelqu'un qui vient surtout pour me faire des repas, pour le ménage à la maison et tout. Et puis, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé. Et j'ai eu la chance de me trouver avec une voisine. Elle m'a prise carrément sous son aile. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais elle vient tous les jours, elle se rend compte de ce que je veux, ce que je ne... Elle est là tout le temps. C'est très douloureux? Il arrive. Mais, il arrive des moments où c'est difficile, mais je veux avancer, je veux terrasser, moi, cette maladie, si j'arrive à... On en est où dans les recherches? Vous dites qu'il faut des fonds pour progresser? Des fonds, ah oui. Beaucoup d'argent pour tout ça, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. L'association vous aide au quotidien aussi? Il y a une aide pour les malades au quotidien? Pour un peu plus de confort de vie? Oui, surtout dans le matériel, dans tout ce qu'il faut à la maison. Et j'ai la chance d'avoir des amis à l'association même. C'est des bénévoles, mais qui sont des amis à moi maintenant. Et c'est ma famille, carrément. Je dirais ma famille, parce que... Là, et vous vous demandez pourquoi tout le monde vous aime, votre voisine, voilà, peut-être que vous y êtes un petit peu pour quelque chose, non? J'en sais rien, moi, j'essaie juste de vivre. Clémentine. Et c'est fou ce que tu dis, pardon de te couper, Zora, mais de dire toujours on avance. En fait, c'est exactement le même tempérament, la même Thierry façon aussi, de Thierry. Pareil, Exactement. Moi, j'ai connu à l'association, moi, Thierry. Et Jean Darty, qui est un ami que j'embrasse, voilà, et Lorraine, qui était dans le spectacle, la danse immobile. Il y a une façon, une force mentale, une force qu'on voit, on n'a pas le choix, qui est un exemple. On n'a pas le choix. C'est une autre page qu'il faut vivre. Moi, j'ai tourné l'autre page, j'ai repris une autre, et puis voilà, avec ce que j'ai. Et vos enfants? Mes enfants, j'ai mon fils j'ai le plaisir d'avoir un fils qui habite ici, qui est lui-même médecin. Il est là. Et son petit garçon et sa femme, ils sont avec moi tout le temps. Donc ça aussi, c'est un moteur, j'imagine. Absolument. Pour mieux supporter le quotidien. Voilà, ma famille, mes amis. J'ai beaucoup de monde qui vient même d'Algérie. À chaque fois, ils viennent de l'aéroport directement chez moi
pour me voir et ça, c'est un bonheur. Je vis rien que pour ça. On va afficher les coordonnées de cette association et évidemment, on compte sur votre générosité. J'imagine que vous ne pourrez pas rester insensible à ce témoignage de Zora et à ce combat de Clémentine. Avant de nous quitter, justement, un mot de votre actualité. Clémentine, vous êtes sur tous les fronts, puisque vous venez également de publier votre premier roman, intitulé « On s'aimera », aux éditions du Cherche Midi. Pourquoi vous avez peur ? Ah non, pas du tout. Non, je voulais en donner un à Zora. Ah bon ? Un roman. Non, mais c'est une histoire d'amour aussi, ça. Voilà. C'est un peu autobiographique ou... Non, pas du tout. Non, c'est un roman sur une famille qui redécouvre son humanité parce qu'elle était un petit peu engluée dans les machines, les smartphones et tout ça. Puis ils sont enfermés par une tempête dans leur maison. Père, mère, 2 ados et le petit garçon. Et ils sont obligés, parce qu'ils sont bloqués, qu'il n'y a plus d'électricité, plus de jus, plus rien, de redécouvrir, de se reparler. C'est vraiment sur... C'est important, bien sûr. Et les valeurs simples, des choses simples, mais essentielles qu'on oublie quelquefois. Voilà. Alors, un roman, le 16 décembre prochain, les téléspectateurs pourront vous retrouver dans un téléfilm. Ça vient de... Oui. Les yeux ouverts, à 20h55 sur France 2. Oui, nous sommes avec Antoine Duléry, entre autres, et Julien Boisselier, entre autres. C'est un film de Lorraine Lévy, qui est une réalisatrice que j'adore, qui avait fait Le Fils de l'autre. La sœur de Marc ? Comment ? La sœur de Marc ? Oui. Plutôt Marc, le frère de Lorraine. Non, mais je rigole. Et c'est un très beau film où nous jouons avec Antoine 2 personnes non-voyantes. Nous avons la chance d'avoir eu des témoignages, d'avoir eu... une découverte dans cet univers de la non-voyance, sincèrement, et avec tout notre cœur. Ah, oh là là. François, c'est la première fois que je sens que ça te pèse de ne pas voir. On ne peut pas continuer comme ça. En plus, je suis nulle de ne pas avoir réalisé que pendant toutes ces années, tu n'as jamais renoncé à voir. Non mais arrête, c'est pas ça. Je veux pas de sacrifice. Je veux que tu te fasses opérer. Sinon... Sinon quoi? Tu finirais par plus m'aimer. Alors ça, c'est le 16 décembre sur notre chaîne à 20h55. Et la pièce, donc allez voir, allez applaudir Clémentine dans cette merveille de Stefan Zweig, 24 heures dans la vie d'une femme. L'adaptation est d'Éric Emmanuel Schmitt, donc un spectacle de qualité et un rôle cher à Clémentine. Merci d'être venue nous voir, Zora. Merci à vous. Et puis plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. Merci. On compte sur vous donc, pour cette association. À bientôt pour d'autres témoignages. Merci Clémentine d'être venue nous voir. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. On écrit sur les murs le monde secondaire, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les... Bientôt, au programme de l'Histoire continue. Il y a 2 mois, nous vous avions présenté Gaëtan dans Toute une histoire. Et son combat vous avait beaucoup ému. Vous attendez la dernière étape de votre changement de sexe. Elle est prévue quand ? Pour l'instant, elle n'est pas encore programmée. Il revient pour nous dire à quel point sa vie a changé depuis. On m'a dit que j'étais beau. Et alors, j'ai rencontré quelqu'un après l'émission. Non. Si. Et surtout, il conseillera Marie et sa mère Florence, qui se posent toutes les 2 beaucoup de questions. C'est irréversible, tu ne pourras pas revenir en arrière. C'est surtout ça qui me... Faut être sûr, quoi.